J'ai quelques petites remarques. D'abord, je ne vais pas répondre, sinon ça déclencherait tout mon propos. J'ai convulsé un certain nombre de fois dans les deux dernières présentations, qui étaient très riches. Il y avait 14 colloques pour épuiser tous les implicites de ces deux présentations. Alors, d'abord Ernest, c'est très gentil, je suis un jeune chercheur. Cela étant, je suis titulaire depuis 2003, donc la vieillesse est en moi. Si je puis dire, effectivement, entrepreneur également. Et c'est avec cette double casquette que je vais prendre la parole aujourd'hui. Donc chercheur de l'UTC, effectivement, directeur général de Clay, qui est une solution de reconnaissance gestuelle sur smartphone, de l'IA à destination de très gentil. Donc je vais essayer de démystifier un peu. Il y a pas mal d'implicites, effectivement, qui ont été donnés. Et je vais m'appesantir sur des choses du type Ernest, non, on ne compute pas, et je vais tenter de donner une solution à ce qu'est l'intelligence. Donc on verra qu'il y aura peut-être un peu de débat. Juste deux éléments supplémentaires de contexte. Bien, je suis mentor aussi en intelligence artificielle pour le prix X-Prize, la JM Watson, ce qui me donne un bon insight sur ce qu'il y a aujourd'hui, notamment dans le monde entrepreneurial, puisque j'accompagne un certain nombre de start-up en fait, au travers d'un competition plan sur 6 mois, et j'en parlerai un petit peu, mais en tout cas ça donne un prisme en fait sur l'actualité en fait de l'IA dans le monde entrepreneurial aujourd'hui. Et dernier petit point, après j'arrête de parler de moi, c'est promis. Il y a un truc implicite dans mon discours qu'il faut que vous ayez, c'est que je fais de temps à autre des due deals technologiques pour des fonds d'investissement. Ce qui me fait remarquer, en écho avec ce qui a été dit auparavant, qu'on redécouvre bien souvent la notion de programme aujourd'hui, et on dit, chacun dit, en tout cas dans sa start-up, face au VC dans le discours. Il y a des fonds d'investissement dans la salle, c'est pour ça qu'on a une IA, non pas du tout, et ça commence à agacer un petit peu les VC. Voilà. L'IA, c'est quelque chose d'assez précis, et on va en parler maintenant, et dire qu'on a une IA alors qu'on a un programme ou une automation, ça ne marche plus. C'est pour faire écho à ton buzzword. On est en train de redescendre. Les gens ne sont plus dupes. Il ne faut donc plus le mettre trop en avant, sauf si vous avez une posture originale, en tout cas, foncez et levez plein de millions. Donc démystifier l'IA, effectivement, où le fantasme du Ghost in the Shell, ce murmure, ce frémissement de l'IA qui serait consciente d'elle-même et qui penserait par elle-même. Bien évidemment, on est très très loin du compte, et on va voir comment. Et surtout pourquoi, du moins j'espère, vous réagirez évidemment. Alors, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris dans les sciences cognitives depuis 2003, que je suis chercheur titulaire, je vais des injections de botox, c'est que le storytelling, donc raconter une histoire, c'est pour faire écho à Jean-Michel aussi, c'est pas quelque chose de conscient, c'est un procédé cognitif. C'est le seul moyen pour faire comprendre quelque chose. C'est vrai de la métaphore, c'est vrai de la méthodologie, et c'est vrai des petites histoires. Donc je vais vous raconter des histoires. Jean-Michel, Benoît ont fait le sale boulot. Ils ont parlé de cognitivisme, de connexionnisme, de représentationnalisme, de computo-représentationnalisme. Too many isms, on a tous envie de se cacher. Moi, je vais vous parler des trois petits cochons. Alors, 3 vagues d'IA. Effectivement, l'IA Kesako. Alors, l'IA, c'est d'abord une discipline au travers d'un ensemble de disciplines, effectivement apparues entre les années 50 et les années 60. Des disciplines connexes, des sciences cognitives, des sciences de la cognition, des sciences qui s'intéressent à la mémoire et les connaissances, les processus de la connaissance humaine. C'est très très large, et cette phrase seulement nous ferait faire 4 colloques, on serait tous en d'accord, etc. On s'entretuerait bien sûr. Mais l'idée est posée, on s'intéresse à la connaissance, au processus de la connaissance et à la mémoire humaine, et il y a évidemment l'ensemble des disciplines qu'a énuméré tout à l'heure Benoît, au travers de grandes écoles, de grands paradigmes, ce qu'a énuméré Jean-Michel juste avant. Donc effectivement, cognitivisme, connexionnisme, je ne sais plus quel était le terme que tu voulais donner après, mais en tout cas, chez moi c'est externalisme, en tout cas du côté de la vie, life, cognition, autopoïèse, on va revenir dessus après. Bref, je reviens à l'IA. Cette IA s'inscrit dans cette histoire. Et le problème
majeur de toutes ces écoles, de toutes ces disciplines, c'est qu'elles sont toutes articulées, et ce, honnêtement, à 99,9% autour d'une idée simple, qui est la métaphore ordinée, la métaphore de l'ordinateur, qui voudrait que le cerveau, si tant est qu'il pense, ou qu'on pense avec le cerveau, vous allez me dire avec quoi est-ce qu'on pense, on reviendra dessus après, mais si tant est que le cerveau soit un opérateur de traitement d'une information qui serait prédonnée. Alors moi je vais vous dire absolument l'inverse. L'information se constitue à mesure qu'on agit sur le monde, et on peut réduire assez simplement l'intelligence à des boucles itératives d'inférences variablement complexes. Alors, pour l'instant, ça jargonne un petit peu, mais on va revenir dessus. Pourquoi je vous dis les trois petits cochons? Parce que l'IA, c'est toujours de même nature. Vous voyez trois maisons, les mêmes, avec des matériaux différents. La paille, le bois, la brique. Effectivement, et là je m'appuie, comme Jean-Michel, j'avais une feuille quelque part, mais sur, elle est là-dessus, mais sur effectivement une tripartition du DARPA aussi, on a les mêmes références, et en particulier de John Lunchbury, que je découvert il n'y a pas très longtemps, à vrai dire, dans une vidéo, et qui se trouve être un co-mentor d'une start-up chinoise avec moi dans le cadre d'IBM Watson. Donc, trois vagues d'IA dans lesquelles on pourra reconnaître ce que Jean-Michel a décrit. La première, c'est la handcrafted, donc l'artisanale. Au fond, on avait quelque chose de l'ordre du perceptron. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un perceptron, hein, mais c'est effectivement quand on dit réseaux neuronaux, perceptron, etc. C'est pas autre chose que une espèce d'imitation de pixels, une imitation de rating, pardon, donc c'est 4 pixels par 4 pixels, liés par des spaghettis physiques, hein, on n'était pas du côté du code à ce moment-là, à des classes, puisque au fond on ne parle que de classifieurs depuis le début, avec des poids. Donc on ajoutait des poids à la main pour faire des pondérations sur de l'information en entrée. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que bien souvent, l'IA, c'est classé. Donc on va classer les trucs de manière très différente en fonction de l'école dans laquelle on est, en fonction de la pratique dans laquelle on est. Et ces réseaux de neurones qui n'ont de neuronaux au fond que l'intuition de ce qu'était un neurone dans les années 50, quand on dit réseau de neurones, ça l'a fait pas du tout. En fait, c'était la compréhension électrique, booléenne, binaire, du réseau de neurones dans les années 50. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que handcrafted, donc artisanal, ou apprentissage statistique, c'est la deuxième étape, ou bien adaptive situationnel, c'est la troisième école, hein, qui est encore sur les DARPA, et bien la nature de l'intelligence dite artificielle, intelligence artificielle, est la même. Elle est computo-représentationnelle, et c'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure. Alors contrairement à toi, Jean-Michel, je ne pense pas que ça explose de ce côté-là, et pour une raison simple, c'est que ce réessor de l'IA, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose d'original et de nouveau aujourd'hui dans l'IA, mais ce réessor de l'IA, il est mené effectivement par le monde entrepreneurial, et notamment les grands groupes qui s'y intéressent, Facebook, Google, via DeepMind et compagnie, AlphaGo, etc. C'est très intéressant, c'est très puissant, mais ça ne change pas la nature des choses. Et pourquoi ça n'explosera pas? Tout simplement parce qu'on ne veut pas la vie. On ne veut pas l'autopoïèse, on ne veut pas l'IA consciente d'elle-même. On y est, de toute façon, il n'y a aucun risque. Donc, pour répondre à la question de est-ce que l'IA va nous supplanter, la réponse est non. Pour répondre à la petite fille de Tom Cruise dans La guerre des mondes, tirée du roman éponyme, est-ce qu'on va tous mourir? Non, pas du tout, parce que concrètement, l'IA, aujourd'hui, indépendamment des écoles, c'est des outils probabilistes à destination de codeurs, de développeurs, qui n'ont pas envie de se farcir un modèle mathématique. Honnêtement, c'est ça dans 99% des cas. Et c'est un témoignage multicasquette, donc scientifique d'une part, entrepreneurial d'autre part, hein, je pourrais parler des systèmes experts qu'on utilise aussi, parce qu'on en est là quand même. Donc c'est pas les années 50, hein, c'est aujourd'hui. Et puis, effectivement, aussi de mentors et de consultants pour certains de deep tech. Donc, l'IA, aujourd'hui, peu importe ce qu'on en fait, peu importe où on se place, la nature est toujours la même. Même si ce sont des outils absolument fantastiques. Alors, pour faire écho à ça, il y a une différence assez simple qu'on donne généralement, c'est la différence entre IA faible et IA forte. Alors, l'IA forte, c'est
justement ce qui nous fait peur, c'est-à-dire cette idée que on a une IA qui va être consciente d'elle-même, qui va opérer toute seule et qui sera non supervisée. On dit parfois qu'il y a des choses non supervisées, mais en fait dans l'IA, souvent, on donne quand même des propriétés d'entrée, on donne des classes de sortie, on donne le nombre de layers au milieu, etc. etc. Pour ceux qui codent, vous verrez qu'en fait on est très loin, en fait on n'y est plus du tout, d'une IA qui est forte. Donc on est tous dans de l'IA faible. Et dans l'IA faible, il y a des choses qu'on peut faire et qui sont des outils absolument fantastiques, notamment statistiques. Et puis, lorsqu'on est sous l'égide de le statistical learning, donc la deuxième école, qui permet notamment le data mining, puis le deep learning, tout le monde parle de deep learning, mais concrètement, c'est quoi le deep learning? C'est de la computer vision, donc de l'analyse de kernel en temps réel d'une image, donc quasi pixel par pixel, qui rentre dans une succession de réseaux neuronaux qui vont être classifiés. Voilà. Donc on dit que ça marche et que c'est chouette, c'est vrai, ça fait aussi un sacré paquet d'erreurs, mais c'est pas très intelligent. Quand on se cogne contre un mur, la deuxième fois, on ne se cogne pas. Ou la troisième fois, si on est un peu au début de ce d'abord, mais enfin, pour le statistical learning, il faut plusieurs dizaines de milliers d'occurrences pour que ça fonctionne. Donc autant dire que on est très loin de quelque chose qui s'approcherait d'une intelligence humaine. Alors, je me suis laissé emporter. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Ernest, dis-moi. Il écrit un texto, Ernest, merci. 8 minutes. Il reste 8 minutes. Bon, c'est bon, ça va. Alors, pourquoi je vous ai parlé des 3 petits cochons? Bon, c'est bien. Si certains devaient se réveiller maintenant, je vais vous parler de Jasmine Alice, ou plutôt des cocktails d'entrepreneurs. Donc, on est tous entrepreneurs, on sait qu'il y a des cocktails, c'est chouette, on sert des paluches, il y a éventuellement des piscines, on va lever des fonds, génial. C'est l'exemple que je vais prendre pour vous expliquer ce qu'est un réseau de neurones. Donc, on oublie l'inspiration biologique, ça n'a rien à voir, c'est un outil de probabilité. Si on imagine, et j'emprunte cette métaphore à mon équipe, c'est une métaphore qui circule chez nous, dans nos petits ateliers à la maison, on s'éclate bien chez Clé, c'est génial. Pour comprendre ce qu'est en fait un réseau de neurones, il faut imaginer des coupelles de champagne. Mais à l'envers, imaginez plein de coupelles de champagne, et puis à la fin, 1, 2, 3 coupelles de champagne. Ces 3 coupelles de champagne, ce sont les classes que vous avez déterminées. Toutes les coupelles de champagne qui sont en haut, c'est l'ensemble des propriétés que vous voulez traiter et que vous voulez classer. Mettons maintenant qu'on perce ces coupelles de champagne. Vous avez eu une sub de Bordeaux Métropole, vous avez donc du champagne partout, vous en mettez partout, ça c'est cool, et on va exercer des pondérations, c'est-à-dire que certains verres vont être percés plus ou moins en fonction de ce que vous voudrez comme résultat. Voilà, et ça c'est cool, et ça se déverse dans les classes que vous aurez prédéterminées. Donc vous voyez, comme le disait Jean-Michel, un réseau de neurones, 1, ça n'a rien de neuronal, 2, ça n'a rien de très complexe. Là c'est un exemple physique, mais concrètement, coder un perceptron aujourd'hui, c'est 10 lignes de code, et c'est ce qu'on fait en deuxième année d'école d'ingénieur. Je ne sais pas si vous faites ça à l'UNSC. Ici, en deuxième année. Super. C'est donc un syllabus commun. Le classement des écoles d'ingénieurs, attendez, tu sais. Bref, donc, le problème de ça, c'est qu'on a tendance à penser, comme dans le connexionnisme, qu'on pense avec son cerveau. Ça, c'est quand même un truc incroyable. Et je vous raconte une autre histoire. Puisqu'on comprend comme ça, c'est l'histoire de la Bernique de Bretagne, donc le Cisnog, qui est... C'est une vraie histoire, là c'est du bio-inspiré. Puisqu'on veut du bio-inspiré de la vie, allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'intelligence? On pourrait partir de la bactérie. Bon, je vous parle d'un petit cerveau lunaire. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que ce Cisnog? Ce Cisnog se balade au gré des marées, c'est sympa. Et puis, il trouve un milieu, un entour, qui lui permet de survivre. Donc, c'est comme une Bernique, se colle à un rocher, puis, par un système d'ouverture et de fermeture, il va pouvoir être sensible à cet entour. Donc, se réorganiser de manière interne, après les fermetures, et puis intégrer au fond ce qu'on appelle un système hétéronome, donc tout ce qui vient de l'extérieur. Et cette petite Bernique, très rapidement, et c'est une histoire vraie, s'auto-ingère le cerveau. Alors, je vais vous dire que parce que je suis bien dans mon entour actuel, je vais m'auto-ingérer le cerveau, même si le LSC c'est sympa.
c'est pas l'idée. Ce que je veux vous faire dire, enfin, comprendre du moins, c'est que, mais dire ce serait mieux, en plus adjectif, tout ça, c'est qu'au fond, le cerveau, déjà de quoi parle-t-on? Cerveau céphalique, cerveau encéphalique, où s'arrête-t-il? Simon donc parle presque même de cerveau proximal, de cerveau culturel, etc. La cognition distribuée, on en reparlera plus tard. Bon, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le cerveau est un muscle de la cognition. Et la problématique qui est une problématique classique des sciences cognitives, c'est le brain-mind problem. D'accord? Esprit, on ne peut pas traduire vraiment par esprit, mais en tout cas, on va traduire comme ça dans un premier temps. L'esprit et le cerveau, ce n'est pas la même chose. Et la cognition, l'entendement, l'intelligence, c'est un ensemble de processus qui sont autant à l'extérieur de l'intracrânien, voilà, à l'extérieur du crâne, au fond, sont des processus, des boucles d'inférence, autant qu'à l'intérieur. Donc on pense avec son corps, on pense avec son environnement, et quelques éléments qui vont dans ce sens-là, bon, il y en a plein, hein. Voilà, on s'est rencontré sur cette problématique, à vrai dire, dans le cadre de l'Intellectica et de l'ARCO il y a presque 10 ans avec Benoît. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec 20 watts, un cerveau c'est 20 watts, donc c'est 4 fois moins qu'un MacBook Pro aujourd'hui, on arrive à faire des trucs absolument incroyables. Comment se fait-il qu'on ait une mémoire prodigieuse alors que, au fond, on a des capacités de stockage, au sens physiologique du terme, qui sont extrêmement réduites. On peut bien épuiser les combinatoires, on peut parler d'AlphaGo, qui utilise un peu de computer vision, du coup on a l'impression que c'est un peu plus complexe que Deep Blue il y a quelques temps. C'est pas qu'une question de combinatoire, c'est pas qu'une question de computation mentale. Et le problème est là, c'est que on a tendance à considérer que le monde nous préexiste et qu'on perçoit des informations qui sont prédonnées. Alors là, il me faudrait à peu près 16 fois 4 heures d'amphi le lundi après-midi pour expliquer tout ça. Mais l'idée, c'est que la cognition est distribuée, elle est dynamique et qu'elle n'est pas stockée sur la méthode. En tout cas, ne s'appuie certainement pas sur la métaphore de l'ordinateur, mais de l'être vivant. Mais pour en revenir à ce qu'il y a aujourd'hui, il y a probabiliste, il y a du codeur, l'IA qui a les mains dans le cambouis, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des outils qui sont fabuleux, mais qui concrètement ne ressemblent pas à l'intelligence humaine d'une part, et ne peuvent pas émerger pour cette simple raison que quand on est entrepreneur, on veut des résultats stables, on veut des résultats qui sont calculables, on veut anticiper ce qui va sortir, même si parfois on a des résultats, surtout en statistical learning, qui ne fonctionnent pas bien. On pense par exemple à cette automatic labeling de Google Images qui avait considéré une jeune femme noire comme un chimpanzé. Voilà. On est quand même très très loin d'une adéquation entre la tâche, au fond, et ce que l'on veut déterminer. Et le problème est là aussi, c'est-à-dire qu'on considère que l'IA probabiliste doit répondre à un besoin. Donc on répond à une tâche. L'intelligence humaine ne répond pas systématiquement à une tâche, mais là encore, il faudrait beaucoup de temps pour développer. Alors c'est presque ma dernière slide. J'avance assez rapidement. Cyborg Jean-Paul, on parle beaucoup de transhumanisme. J'ai rien contre Jean-Paul Sartre, enfin, sauf la transparence de la conscience, mais bon, rien à voir ici, c'est n'importe quoi dans l'être le néant, on s'en fout. L'idée, c'est que, là aussi, Google Images, j'ai tapé Books, j'ai tapé Man, Books, et puis Glasses, et c'est les gens de ça, certainement. Très bien. Pourquoi je marque Cyborg Jean-Paul? Il y a cette idée très simple, qui est que, et absolument pas transhumaniste, qui est que l'homme est toujours déjà prothétisé. Que l'environnement technique, donc son entour, ça va dans le sens de ce que je disais sur la cognition auparavant, est un prolongement de la connaissance et de l'agir humain. Donc on est systématiquement connecté à la technique, à l'environnement technique et technologique qui nous entoure. Et c'est comme ça que je considère l'IA. C'est un outil qui est une prothèse technique. Comme la page blanche, comme Internet lorsque je cherche quelque chose, comme le stylo, comme le marteau au fond. Voilà. Donc l'IA opérationnelle est une prothèse technique. Et pourquoi je vous dis Cyborg Jean-Paul? Eh bien très simplement parce que deux exemples très clairs. Le livre est une prothèse mémorielle, au fond. C'est un renvoi de la cognition humaine, et c'est ce qu'on appellera la grammatisation dans plein de cas. Autre élément, les lunettes. Si vous regardez vos lunettes, vous ne voyez pas le monde. En revanche, si vous regardez au travers de vos lunettes, eh bien vous percevez le monde. Ces lunettes deviennent
une partie intégrante, une partie constituante, constitutive de votre perception et de votre agir sur le monde. Ces lunettes sont techniquement et anthropologiquement constituantes. C'est ça que ça veut dire. Donc on est tous des cyborgs, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai essayé de déconstruire la nature de la cognition, ce qu'on entend généralement par cyborg, et puis ce qui était, à vrai dire, la nature de l'intelligence, et j'ai essayé de faire ça en 20 minutes, donc vous excuserez peut-être l'ensemble des implicites. Mais en tout cas, ce qui est absolument clair, c'est qu'il n'y a rien à craindre. L'IA opérationnelle est complètement déconnectée du fantasme associé à cette IA qui penserait par elle-même et qui fait que certains arrivent avec des défauts, c'est très bien pour eux. Mais concrètement, lorsque c'est un tant soit peu sérieux, il faut bien distinguer les choses et il ne faut pas osciller entre les deux. L'implémentation technique, codée, modélisée, modélisable, ce n'est pas l'intelligence vive et ce n'est pas une intelligence artificielle, du moins pas au sens où je l'ai utilisé ici. Je vous remercie.